Avant d'en arriver justement à vos pensées, à vos idées, à ce que vous souhaitez pour la Côte d'Ivoire, pour terminer sur le contexte sociopolitique, dans l'opposition, il était prévu une marche ce 4 octobre. Finalement, la marche a été annulée. Le PPACI a annoncé une marche pour le 11 octobre prochain, alors que la veille, vous êtes censé ouvrir votre campagne, vous et les autres candidats retenus. Quel commentaire faites-vous de cette situation ? Vous savez, le processus démocratique, c'est vraiment un processus. On a commencé par le multipartisme. Et comme vous le savez, le multipartisme, c'est la gestion de l'État par un parti et pour un parti. Et nous sommes sur le chemin de la démocratisation de la Côte d'Ivoire. Et donc, sur ce chemin-là, il peut y avoir des allers et retours. C'est-à-dire, il y a des moments où la démocratie avance et il y a des moments où elle recule. Et donc, la question des droits de l'homme, lorsque la justice est un instrument du parti-État, et que la police et la gendarmerie sont des instruments du parti-État et que parfois le Parlement est entièrement phagocyté, eh bien on criminalise pratiquement ses adversaires pour conserver le pouvoir. C'est la loi du pouvoir, hein. Celui qui l'a veut conserver, celui qui l'a pas veut le conquérir. Et donc dans cette dynamique-là, je pense que il faut toujours utiliser la ruse démocratique pour avancer. La ruse démocratique, c'est de vous soutenir. Oui, par exemple, vous, un autre candidat de l'opposition. Oui. Est-ce qu'il peut arriver que vous, Simone Gbagbo, Jean-Louis Billon et Henriette Labou, arriviez à un consensus pour qu'une seule voix représente l'opposition à cette élection ? Tous les schémas sont possibles dans la mesure où... Le jeu est ouvert. Oui, le jeu est ouvert. Simone et moi, nous partageons parfaitement la même vision de la société, le même parcours politique et la même idéologie. Et donc, nous sommes interchangeables pourvu qu'on puisse échanger pour voir quelle attitude il faut avoir vis-à-vis des élections. Et donc, nous avons amorcé la discussion parce que j'étais absent. Et donc, nous continuons de discuter. Alors, certains vous reprochent aussi d'avoir été longtemps absent en Côte d'Ivoire, pour vos fonctions notamment de représentation des BRICS. À cela, qu'est-ce que vous répondez ? Parce qu'ils estiment que quand on est longtemps absent, ce qu'ils ont reproché notamment au président du PDCI-RDA, c'est qu'on ne maîtrise pas les réalités des Ivoiriens. C'est une erreur grave. Je suis sur le terrain politique depuis 1983. Je crois que je ne suis pas resté les bras croisés depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire. J'étais à l'aube du multipartisme, où j'étais responsable de la délégation du Zinkomwe, où j'ai pu tisser d'énormes relations politiques. La preuve, c'est que la commune de Bongano a été l'une des premières communes à avoir un maire FPI. Ça, c'est l'activité principale que nous avons menée qui a conduit à ce résultat-là. Et donc, depuis longtemps, je suis sur la scène politique, même quand j'étais en exil. Eh bien, je continuais de travailler sur la scène politique à travers des jeunes, à travers des adultes, à travers des personnes de gauche avec qui j'avais toujours des échanges. Et en même temps, on essayait d'entrevoir l'avenir. Et donc, je suis absent, mais avec les nouvelles technologies, on n'est jamais loin. Vous parlez de votre candidature et de vos idées. Alors, votre idée est portée par le concept de souveraineté économique, principalement. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par la souveraineté économique ? Vous savez, il y a eu l'Afrique de Berlin. C'est-à-dire en 1884, les grandes puissances se sont réunies et puis ils ont partagé l'Afrique en plusieurs enclos, dont la Côte d'Ivoire. C'est pas nous qui avions choisi le nom, hein. C'est eux qui l'ont choisi, avec pour seul objectif de extraire des matières premières et donc et nous vendre des produits finis. C'était la loi, disons, du colonialisme, et cette loi du colonialisme était garantie par deux instruments fondamentaux. L'armée coloniale, qui n'est pas venue par négociation, qui est venue par agression pour prendre possession d'un territoire. Et puis la monnaie qui nous prive de nos épargnes, de nos réserves en devises et qui, ma foi, nous empêche d'utiliser nos devises pour investir dans des secteurs que nous-mêmes nous choisissons. Donc ces deux instruments-là font que, ma foi, la Côte d'Ivoire et l'Afrique, généralement, n'ont pas pu décoller. Et puis il y a un troisième élément qui s'est ajouté, c'est le contrat de concession. Vous savez, on prend une mine d'or, on concède à une multinationale. La Côte d'Ivoire, 5-10%, et puis la multinationale à 90%. C'est comme le gaz, c'est comme le pétrole, c'est comme le cacao. Même le cacao, les licences sont inaccessibles aux producteurs même du café et du cacao, compte tenu des cautions énormes qu'on demande. Et donc, les paysans sont expropriés de leurs produits. Et donc, tous ces rapports asymétriques-là ont été construits à l'époque coloniale. Aujourd'hui, ça a évolué entre-temps. Ça a évolué, mais ça n'a pas encore atteint un niveau où on peut parler de plein emploi. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens dans le système scolaire. On a près de 8 millions de jeunes, de CP1 jusqu'à l'université. Et chaque année, on a 400 000 diplômés. Et sur les 400 000 diplômés, il n'y a que 100 000 qui trouvent un emploi moderne et durable. Les autres se débrouillent dans le secteur informel et en exil. Et donc, il est temps de changer de rapport de production entre l'Occident, qui nous a colonisés, et l'Afrique qui a été colonisée. Et ce rapport de production, c'est de passer de l'économie de matières premières à une économie industrialisée de matières grises, où on peut absorber l'ensemble des jeunes qui sortent de l'école. Donc, la souveraineté est un impératif catégorique. Si nous voulons sauver la jeunesse, et si nous voulons même transformer l'école. Parce que vous savez, les écoles aujourd'hui, c'est à l'image de l'école coloniale, c'est-à-dire on délivre des diplômes, mais il n'y a aucune qualification. Je prends l'exemple toujours d'un diplômé de mécanique. Au tableau, il est excellent. Mais vous le mettez devant un moteur, il ne sait même pas comment faire pour démonter un moteur. Ça, c'est être diplômé sans qualification. Nous devons changer cette logique-là pour passer des diplômes à la qualification, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-faire faire. Alors, ça fait beaucoup d'idées que vous entremêlez, qui s'entrechoquent dans ce premier développement-là. Awa Domelo, installé au palais présidentiel, ce serait quoi les premières décisions, si vous en aviez 3 ? La première décision, c'est d'abord une loi d'amnistie pour apaiser la vie politique.
parce que vous savez, le multipartisme a engendré beaucoup de frustrations, beaucoup d'arrestations, beaucoup de personnes qui ont été exclues de la compétition électorale ou qui sont encore en exil ou en prison. Donc il faut une loi d'amnistie pour apaiser le climat politique et le climat social. Et donc après... Il y a eu des lois d'amnistie par le passé. Est-ce que vous pensez que ça produit l'effet escompté, tel que vous le décrivez? Ben non, parce que la logique multipartisane fabrique ses propres exclusions et utilise tous les instruments. Donc on peut libérer un aujourd'hui, demander en prison deux. Toujours dans la même logique du parti-État. Donc l'amnistie ne réglerait pas le problème. Ben justement, c'est pour cela qu'il faut un État démocratique. Et donc, pour moi, la démocratisation de l'État de Côte d'Ivoire est une nécessité. Et elle passe par la création d'une institution d'inclusion, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le Conseil des sages, qui serait, je vais dire, le reflet de l'ensemble des forces politiques, mais aussi des anciens chefs d'État. Et ce Conseil des sages-là va permettre d'avoir une commission électorale indépendante, forcément, puisqu'on va lui soumettre, je vais dire, la commission électorale, on va lui soumettre tout ce qui est république, c'est-à-dire la justice, etc., pour que les juges soient suffisamment neutres, parce que choisis d'une manière consensuelle, et que la liste électorale soit neutre, parce que choisie d'une manière consensuelle, et que le découpage électoral ne soit pas asymétrique au profit du parti au pouvoir. Donc tous les instruments qui divisent la Côte d'Ivoire doivent faire l'objet d'un consensus national. Et c'est comme ça qu'on peut créer les conditions du jeu démocratique. C'est-à-dire où il y a un arbitre, et puis la République fonctionne normalement, et les libertés démocratiques sont garanties par une justice indépendante. Mais dans ce système-là, qui aurait l'opportunité de la nomination des membres du Conseil de sages, c'est le président de la République. Ben forcément, ça reviendrait à la case départ. Non, parce que les anciens chefs d'État, c'est pas moi qui les ai nommés chefs d'État. Ils sont automatiquement membres. Vous pouvez les extirper du Conseil. Non, ils sont membres du Conseil d'État, du Conseil des sages. Voilà. Et puis les partis politiques les plus influents, ceux qui sont représentés au Parlement. Et puis vous avez la communauté religieuse et traditionnelle qui est là. Et puis vous avez des leaders de la société civile qui peuvent être choisis pour être membres du comité des sages. L'essentiel, c'est qu'on ait une démocratie inclusive et que le jeu démocratique soit l'affaire de chaque différence. Parce que c'est la synergie des différences qui fait le jeu démocratique et non l'exclusion. Dans votre développement sur la souveraineté économique, vous avez touché du doigt une question que vous évoquez souvent, la monnaie, le franc CFA. Exactement. Vous, une fois à la tête de la Côte d'Ivoire, vous engagerez une nouvelle réforme de cette monnaie? Forcément, puisque dans tous les cas, l'Afrique de l'Ouest a déjà engagé des réformes dans ce sens-là. Ils ont mis en chantier... la monnaie éco. Voilà, ils ont mis en chantier l'éco, mais vous savez comment l'histoire s'est terminée. Est-ce que l'histoire est terminée? Non, elle n'est pas terminée, mais elle a été mise en mal. Pourquoi? Par l'ancienne puissance coloniale avec notre président. Vous y voyez au sabotage de la France? Évidemment, la France n'a aucun intérêt à se débarrasser du CFA. C'est un matelas de réserve en devises pour la France. Et donc elle n'a aucun intérêt, aucun. Et donc toutes les manœuvres nécessaires pour conserver ce matelas-là, vous savez que nos réserves en or sont en France. Et donc, si vous avez votre réserve en devise en France, vos réserves en or en France, c'est comme si vous travailliez et puis c'est quelqu'un d'autre qui gère votre salaire. Il est bien évident qu'ils ne vont jamais autoriser à ce que vous investissez en étant en concurrence avec celui qui gère votre salaire. Et donc, la question de l'industrialisation est forcément liée à la souveraineté monétaire. Sans souveraineté monétaire, on n'a pas les moyens de notre politique. On peut faire de beaux programmes, de beaux discours, mais c'est ceux qui financent, en dernière analyse, qui, parfois, décident des projets à financer. Et donc, comme vous le constatez ces derniers temps, on a une vague de croissance tirée par le bâtiment et les travaux publics, parce que c'est nécessaire pour évacuer les produits finis de l'Europe vers l'Afrique, mais aussi nécessaire pour évacuer les matières premières de l'Afrique vers l'Europe. Donc, c'est des investissements qui arrangent le système. Mais vous ne verrez jamais, à part les 2 décennies de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, où grâce à la caisse stable, vous pouvez amener une politique vigoureuse de création de 60 à 80. Mais on a vu comment ça s'est terminé. Ça a été démantelé, privatisé, vendu. Et aujourd'hui, on est privé de ce potentiel industriel-là. La Côte d'Ivoire s'est désindustrialisée. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment justement qu'il y a une réindustrialisation aujourd'hui? On a une croissance qui était basée sur une économie de rente. Aujourd'hui, il y a un début de transformation. On est proche des 50% de transformation, par exemple, au niveau des fèves de cacao. Est-ce que c'est un bon point ou vous estimez qu'on peut faire mieux? Que vous ferez mieux? C'est une transformation de l'extérieur par l'extérieur et pour l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les multinationales s'approprient notre économie et nous n'avons pas la possibilité d'investir parce que tout simplement nos devises ne nous appartiennent pas. Et nos épargnes même sont dans des banques, je vais dire, qui ne nous appartiennent pas. Il y a un frémissement d'industrialisation, mais c'est une croissance qui est tirée de l'extérieur. Et